eu à Lannion 9 nuits régulées. En août, 4 nuits, en alternance avec Guingamp, avec une journée noire le 7 août, puisque Guingamp, Lannion, Pontivy étaient régulés. Alors régulés, j'aime pas, parce que c'est pas vrai, c'est fermé, avec appel au 15. Et donc, cette journée-là, il y avait 34 patients en attente de lit d'hospitalisation dans les urgences de Lannion. Donc, pour se rappeler, 2016, à l'hôpital de Lannion, fermeture de 40 lits et de 60 postes. Donc, c'est mathématique. Si on avait eu les lits, là, certainement qu'il n'y aurait pas eu de blocage aux urgences. Mais alors, l'argument, c'était pour que les personnels puissent prendre leurs vacances correctement 3 semaines. Sauf que, eh bien, en septembre, on a eu le droit à 12 fermetures. En octobre, là, on en est, alors du coup, je refais le compte, parce que plus ça va, plus ça va. Vendredi, ça sera le 27, on en sera à 15 fermetures aux urgences de Lannion. Donc plus d'une nuit sur 2. Voilà. Donc pour préciser, quand on dit fermeture, ça veut dire que ça pose problème parce qu'il n'y a qu'un seul médecin urgentiste dans les locaux, que si ce médecin-là est occupé avec un gros patient qui est atechniqué, enfin dont il faut bien s'occuper, énormément s'occuper, et que le SMUR, la personne est obligée de sortir, du coup, il n'y a plus personne. Donc, voilà. On ne sait pas. Hein. Il y a eu une interview dans l'Ouest de France du docteur Gelé, qui est chef de service des urgences. D'après la journaliste, c'était très émouvant, mais très émouvant, c'est bien gentil, ça c'est bon pour le buzz. Le problème, c'est qu'il y a quand même risque de vie ou de mort, et que c'est pas si simple que ça. Voilà, donc je vais m'arrêter là, parce que sinon je n'ai pas fini, et je vais passer la parole à Christophe ou à François. À Françoise d'abord. Moi, je vais vous parler du Tour de France pour la santé. Alors, si on a pris la décision de lancer ce Tour de France pour la santé, c'est qu'on constate partout en France les mêmes difficultés que celles que vous rencontrez ici. Moi, j'étais il n'y a pas longtemps à Saint-Afrique et à Millau, où on est exactement dans la même situation. Et donc, en début d'année, on a relancé un appel en direction... ça résonne beaucoup, non ça... Oui, il faut que je m'éloigne un petit peu. Donc on a relancé une action, enfin un appel en direction d'organisation de la santé, mais au-delà de la santé, pour réfléchir ensemble comment on pourrait faire pour se saisir enfin de ces questions avec l'ensemble de la population, parce qu'on est complètement persuadé, c'est pas les soignants tout seuls qui sont, y compris la plupart du temps, complètement pressurés, épuisés, voire démoralisés pour certains, qui pourront seuls faire bouger les choses. Donc il faut absolument effectivement qu'on emmène avec nous l'ensemble de la population. Et on a donc lancé un appel à des organisations. Au début, on était une vingtaine d'organisations. Au mois de mai, on était 40. On était 50 au mois de juillet quand on a commencé à lancer le Tour de France de façon plus générale. Et on a dépassé aujourd'hui les 70 organisations. Donc dans ces organisations, il y a bien sûr des syndicats de la santé. Il y a l'UFMI-CGT, il y a la Fédération des orthophonistes de France, bon, il y a la FSU côté scolaire, médecine scolaire et santé scolaire. Et puis, je ne vais pas vous les faire tous, 70, y compris, je ne me souviens pas de tous absolument. Il y a aussi des organisations qui ne sont pas de la santé. Et donc, on est maintenant, et on a par exemple une organisation pas de la santé, il y a ATTAC, mais il y en a d'autres. Et puis, on a beaucoup de collectifs locaux comme le vôtre,
et aussi une organisation comme Médecins du Monde qui n'a pas l'habitude de s'engager sur des initiatives comme celle-là, mais compte tenu de la situation et du vécu et de ce qu'ils rencontrent au quotidien auprès des populations qu'ils essayent d'aider, ils ont décidé cette fois-ci de franchir le pas et de participer à ce Tour de France et à la plupart des étapes qui ont lieu. Alors, nous, on a prévu, si vous voulez, ce qu'on avait bien en tête, c'était que, d'une part, il fallait qu'on fasse bouger les choses, ça c'est clair, mais on n'a pas pris le bout lorgnette hôpital ou tel type. On a véritablement voulu avoir une vision globale de la santé. Hein. Pour nous, la santé, c'est dans sa dimension médicale, physique et sociale, c'est-à-dire que psychique aussi, c'est-à-dire qu'on a des endroits où on va parler beaucoup de psychiatrie, on a d'autres endroits où les questions qui vont être mises sur la table, ça va être l'accès aux soins en ville, hein, parce qu'on a aussi le système de santé aujourd'hui est en difficulté à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'on voit bien la médecine scolaire qui est complètement laminée, la médecine du travail qui est en déshérence avec alors les solutions proposées, c'est diminuer les nombres de visites, si vous voulez, ou des choses de cet ordre-là. Donc on gère la pénurie en clair, et on la gère aussi à l'hôpital, et en ville, on se retrouve aussi avec des difficultés d'accès aux soins qui sont de plus en plus importantes et qui donc conduisent à ce qu'une partie de la population ne puisse plus accéder correctement aux soins aujourd'hui. Voilà. Donc nous, notre idée, c'était donc de mobiliser sur ces questions dans leur ensemble et donc de susciter partout en France des débats ou des initiatives. Par exemple, la semaine dernière, il y a eu quelque chose comme 17 initiatives qui se sont tenues dans le cadre du Tour de France pour la santé. Et donc dans ces initiatives, il y a eu des manifestations, il y a eu une déambulation revendicative à Paris, mais avec prise de parole devant des hôpitaux de l'assistance publique, hôpitaux de Paris, qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, sont eux aussi fortement impactés par ce qui se passe. Et puis, on a eu aussi beaucoup de débats. Et en parallèle de cette initiative Tour de France, il y a aussi l'initiative autour de la pétition sur la sécurité sociale, hein, que vous avez dû ici aussi avoir. Et donc, ça a aussi donné lieu à d'autres types de débats. Donc, aujourd'hui, on est à plus de 60-70 initiatives dans le cadre du Tour de France. Et par exemple, il y en a encore eu une hier qui s'est inscrite. Voilà. On a donc enclenché une dynamique de ce point de vue-là. Et pourquoi on l'a fait à ce moment-là? C'est parce que c'était le débat sur le budget. Alors, la loi de financement de la sécurité sociale, c'est l'évolution des dépenses de santé qui sont fixées par le Parlement. Ça, c'est depuis les réformes Juppé dans les années 95. Et ce budget, il est systématiquement inférieur aux besoins. Et inférieur même simplement à la reconduite de ce qui existe déjà. Et donc le budget qui est prévu cette année, il est à 3,2%, et je vais vous donner juste un seul chiffre pour ne pas vous en donner trop. L'année prochaine, on envisage une inflation entre 2,5 et 3,7. Donc vous voyez bien qu'en ayant un budget dont l'évolution est limitée à 3,2%, et qui comprend des mesures nouvelles, hein, donc il doit financer les mesures nouvelles, qui doit financer le Covid, qui doit financer tout un tas de choses, on ne peut, et avec une inflation à éventuellement 3,7, ça veut dire que de toute façon le budget il est au minimum inférieur à ce qu'on avait cette année, quoi. Voilà. Et donc comme on est dans une situation, et là c'est là où on se dit c'est quand même pas possible, on est dans une situation de crise sanitaire que tout le monde commence à reconnaître. Hein, enfin, je veux dire, en arriver à ce qu'on ne puisse pas assurer l'ouverture des urgences réparties sur toute la France, comme on était capable de le faire il y a même ne serait-ce que quelques années, hein, ça veut dire qu'il y a une vraie crise. Et ben, pour autant, on maintient un budget étranglé. Et donc forcément, ça ne peut pas fonctionner. Donc à partir de là, si vous voulez, on s'est calé sur cette loi de financement de la sécurité sociale parce que c'est un des éléments, c'est pas le seul, mais c'est un des éléments importants sur lesquels il faut peser. C'est-à-dire qu'il faut dire non à un budget d'austérité quand on est en situation de crise sanitaire. Il faut prendre des mesures d'urgence pour pouvoir répondre aux besoins de la population. On ne peut pas se permettre d'avoir des situations où,
en pédopsychiatrie, en néonatologie, on recule en termes de qualité des soins, voilà, tout simplement. Donc on est dans cette dynamique-là. On a demain prévu de faire un rassemblement. Alors on avait prévu de le faire à l'Assemblée nationale, mais évidemment on ne nous a pas accordé à l'Assemblée nationale, on sera de l'autre côté du pont. Il y aura un rassemblement pour protester contre ce budget qui va être présenté demain et qui très probablement sera adopté d'emblée par un 49.3 à l'Assemblée nationale. On aura probablement un premier 49.3. Il est déjà décidé. Bon, ben, voilà, j'avais pas entendu, là, je m'occupais de mon petit-fils aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, voilà, on va vers ça et on va donc d'avoir un premier rassemblement et on aura d'autres initiatives derrière pour continuer à processer. Et je pense qu'il va falloir qu'on soit très nombreux et qu'on fasse passer très largement le message autour de nous parce qu'on ne peut plus continuer de cette manière-là. Voilà. Je m'en arrêterai là pour le moment. Eh bien, merci de cette invitation. Je viens toujours avec plaisir en Bretagne. J'étais à Guingamp il n'y a pas très longtemps. Je vais le mois prochain à Quimper. Et on a une autre initiative en janvier à Lanester. Vous voyez, donc, et pourquoi la Bretagne? Parce que la Bretagne est la dernière région où il y a encore un réseau d'hôpitaux de proximité du fait de la densité de population et d'une population qui est répartie sur l'ensemble du territoire. Et eh bien, on a résisté pendant des années et aujourd'hui, la casse s'accélère. Et dans une région qui avait conservé ses hôpitaux de proximité, mais qui n'est pas surdotée, parce que malheureusement, cette région qui est au bout du bout, n'a que 2 CHU, et 2 CHU de petite taille, qui sont en train d'être déclassés. Moi, je travaille au SAMU de Seine-Saint-Denis, donc on a la chance d'avoir des aéroports, en particulier l'aéroport du Bourget, qui accueille les rapatriements sanitaires. Et on a les rapatriements sanitaires de Bretagne. Parce qu'il n'y a pas tous les services spécialisés en Bretagne. Et quand il y a besoin de techniques très pointues, eh bien, c'est une région qui ne possède pas ces techniques. Et les patients sont évacués sur la région parisienne. Voilà. Voilà, alors je vous donne l'exemple. Mon mari a été diagnostiqué bénéficiaire d'un triple pontage il y a 1 mois. Je bénis les médecins généralistes qui ont fait correctement leur boulot parce qu'il avait des symptômes complètement atypiques. Il a fait une coronarographie à Saint-Brieuc et là, il a été décidé d'un triple pontage. Sauf que urgent et complexe comme triple pontage. Donc 3 semaines d'attente en Bretagne pour être opéré à Pontchaillou. Brest ne fait que les interventions cardiaques en urgence. Donc il a été envoyé à la Pitié-Salpêtrière. Pitié-Salpêtrière, service de réanimation cardiaque lourde, la moitié des lits fermés par manque de personnel. J'ai fait des pieds et des mains pour le faire revenir en Bretagne. J'ai utilisé des méthodes peu avouables. J'ai pas fait la promotion canapé, hein, quand même pas. Et donc là, il est en cours, il est sur la route, nationale 12, j'imagine, pour arriver à Brest. Voilà. Donc c'est l'exemple concret et récent. Voilà. Voilà, c'est très bien d'illustrer. Alors, je poursuis parce que, alors, pour certains, Nantes est en Bretagne, pour d'autres, non. Mais pourquoi je cite Nantes? Parce que les seuls projets de recherche pour lesquels il y aura des crédits seront éventuellement à Nantes, mais pas à Rennes ni à Brest. Or, un CHU sans recherche, c'est un CHU qui meurt et qui s'atrophie. Voilà. Et Nantes n'a pas encore gagné, puisque vous savez qu'il y a la reconstruction de l'hôpital, qui est une hérésie, projet du XXe siècle qu'on poursuit aujourd'hui. On construit en zone inondable, on ferme plusieurs centaines de lits, une catastrophe. Voilà. Alors, ils se sont acharnés, y compris, enfin bref, avec les élus locaux qui n'ont pas mené la bataille qu'il faudrait. Voilà. Bon, donc, on n'est pas forcément aidé, mais ce qui est important, moi, ce que je vais essayer de vous expliquer ce soir, c'est que il faut savoir pourquoi on est là. Parce que si on ne sait pas quelles sont les causes de nos malheurs,
eh bien c'est difficile ensuite de se projeter dans l'avenir et d'essayer de trouver des solutions. Et ensuite, dans un deuxième temps, je vais vous avancer un certain nombre de solutions qui pourraient être mises en œuvre immédiatement et qui pourraient améliorer la situation. Alors, je vais commencer par ce qui est le plus catastrophique et le plus dramatique, pas pour vous faire pleurer, mais pour vous faire réagir. La Société française de néonatologie, donc les réanimateurs qui s'occupent des petits bébés à la naissance, quand ils ont des problèmes, ils peuvent aller en réanimation, les prématurés ou autres, viennent de publier une étude, puisqu'on a des chiffres qui sont catastrophiques. Nous sommes en queue de peloton des pays de l'OCDE sur la mortalité périnatale. Et ils ont fait une étude qui va vous faire froid dans le dos. Si nous avions les mêmes indicateurs de santé publique, c'est-à-dire en termes de résultats positifs que la Suède ou le Danemark, eh bien il y aurait 1000 bébés qui ne mourraient pas par an en France. 1000 bébés. Voilà. Pour vous donner un exemple récent, samedi dernier, en Ile-de-France, moi je travaille à l'assistance publique, où il y a 20% des lits fermés par manque de personnel. Eh bien, le week-end dernier, pour éviter le transfert d'un nouveau-né en province, parce qu'il n'y avait pas de place en réanimation pour toute l'Île-de-France. Voilà, donc Paris, une des plus grandes métropoles mondiales qui va accueillir les Jeux Olympiques. Eh bien, il n'y avait pas de lit. Pour éviter le transfert, on a pris un lit qui était réservé pour un enfant qui devait être opéré le lendemain matin, donc il avait besoin d'une réanimation. Donc on ne l'a pas opéré. Avec, vous savez qu'un enfant, plus on retarde la prise en charge, plus ça peut être catastrophique. Voilà où on en est aujourd'hui. Donc il faut être clair, moi je suis très cash. Les gens aujourd'hui qui sont au gouvernement sont des meurtriers. Sont des meurtriers. Il faudra bien qu'un jour ils assument. Parce que vous voyez, quand on prend les urgences, la régulation, c'est de la foutaise. On ferme. Et le président de l'organisation SAMU Urgences de France. SAMU Urgences de France, c'est l'organisation qui était présidée par Braun avant qu'il devienne un ministre éphémère. Bon, le président, c'est un ami de Braun, macroniste comme Braun, mais il a quand même la pression du terrain. Donc il dit clairement, on ferme. Une étude a été faite l'hiver dernier sur les conséquences de ces fermetures, avec ce qu'on a appelé le recensement des morts évitables. Donc c'est les médecins qui ont dit que ces morts étaient évitables, vous voyez, donc c'est pas les associations ou les dangereux gauchistes de la CGT qui ont calculé. Donc ils ont calculé que on pourrait éviter si le système fonctionnait bien, parce qu'il n'y a pas que les urgences. Quand il n'y a qu'un seul médecin, il n'y a plus le SMUR. Donc si vous faites un infarctus, un AVC, on vient vous chercher avec 1 heure de retard, 2 heures de retard. On pouvait éviter 150 morts par mois. Okay. En commission des affaires sociales, pour la discussion sur la loi de finances de la sécurité sociale, un député à qui j'avais donné les chiffres, puisque le président de SAMU Urgences de France, lors d'un excellent complément d'enquête qui a été donc diffusé au mois de juin, quand la journaliste avec laquelle j'ai de relation, je lui ai dit, pose-lui la question. Donc si on extrapole, ça veut dire qu'on pourrait éviter 1500 à 2000 morts par an. Il a répondu oui. Et quand un député de gauche a posé la question au ministre, là, il y a quelques jours, il a dit « Ah, c'est les chiffres de la CGT, ils racontent n'importe quoi. » Voilà, le mépris. Alors juste une petite incise sur quand même les pourris qui nous gouvernent. Rousseau, si vous ne savez pas, Rousseau, moi je le connais bien, il vient de mon département, il était professeur d'histoire militant du Parti communiste à Bondy. Ensuite, il a été à l'ENA. Avant d'aller à l'ENA, il est venu comme collaborateur du groupe communiste de la mairie de Paris. Et puis on lui a dit, t'es brillant, va faire l'ENA. Il fait l'ENA, il revient, il passe au cabinet d'Hidalgo. Après, il va au cabinet de Valls. Et aujourd'hui, il est chez Macron. Voilà. Avec sa femme que je côtoie, parce que je représente la CGT au conseil à la CNAM, à l'assurance maladie, sa femme, HEC, qui venait de chez McKinsey, qui est passée par l'Élysée comme conseillère de Macron sur les questions de santé. Ils l'ont nommée directrice déléguée de la Caisse nationale d'assurance maladie. Le frère, le frère de cette dame, donc le beau-frère du ministre, il est député macroniste des Hauts-de-Seine. Et le père de ces deux gamins-là,
il est député macroniste du Gers. Et la mère, qui vient de prendre sa retraite, elle était directrice France du laboratoire pharmaceutique Lilly. Voilà, donc vous voyez quand même, il y a un petit problème. Il faut savoir ça. Parce que vous voyez, ça traîne un petit peu sur les réseaux sociaux, il y a 2-3 articles dans les journaux, mais qu'on ne lit pas forcément, ça ne fait pas la une du journal de 20h. Il y a un vrai problème. Et alors, la haute autorité, vous savez, de la vie publique, là, a dit il n'y avait pas de problème de conflit d'intérêts. Il faudrait qu'elle se déporte. Madame Marguerite Cazeneuve, parce qu'il n'y a pas le même nom, il faudrait qu'elle se réporte quand effectivement il y aurait éventuellement des choses qui étaient décidées par son mari ministre. Bon. Donc voilà. Alors après, pourquoi en sommes-nous là? Parce que il faut faire un peu d'histoire. Il y a beaucoup de têtes blanches dans la salle, donc moi. Donc rappelez-vous, Thatcher en Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne avait le meilleur système de santé au monde, mais avec une épée de Damoclès sur la tête, un système de santé financé par l'impôt. Changement de gouvernement, Thatcher arrive au pouvoir, elle serre les cordons de la bourse, le système de santé s'effondre. Reagan aux États-Unis, et nous, on a le tournant de la rigueur avec l'équipe de Bérégovoy, etc. Et c'est à partir de ce moment-là que, en fait, les libéraux qui n'ont jamais accepté la socialisation des dépenses de santé ont pris leur revanche. Ils ont théorisé ça depuis 1947. Voilà. L'école de Chicago, la trilatérale, Bilderberg, pour ceux que ça intéresse, etc. Ils ont toujours dit, c'est pas possible, il faut que la santé revienne sur le marché. Et donc, eh bien, on a commencé, à partir des années 80, de dire, ah, vous voyez bien, ça coûte trop cher. Rappelez-vous, à partir des années 80, on a dit, il y a le trou de la sécurité sociale, quelle belle invention. Il n'y a pas de trou à la sécurité sociale. On a diminué les recettes, on a créé un faux déficit pour imposer des plans d'économie. Alors, comme on avait quand même un peu de gras, on a résisté, on s'est battu pendant des années. Mais il y a un changement radical. Avec Macron, je vous la fais courte, parce que autrement, je pourrais vous faire la Fidel Castro pendant 8 heures. Je pense que vous aurez faim. Avec Macron, vous voyez, avec la droite traditionnelle, il y avait encore des gens qui avaient un certain nombre de valeurs. Je veux dire, on ne peut pas faire n'importe quoi, la santé c'est quand même important. Il y a même un certain nombre de... Aujourd'hui, vous voyez, au conseil de la CNAM, c'est pas... Avec certains syndicats, on est en opposition. Donc un syndicat puissant ici en Bretagne, la CFDT en particulier. Par contre, avec la CPME, les petites entreprises, parfois on dit la même chose. Le représentant des petites entreprises s'élève avec nous contre les dépassements d'honoraires, en disant que ça entraîne des renoncements aux soins. Vous voyez? Donc les lignes de partage ne sont pas forcément là où on croit. C'est ceux qui ont les valeurs, donc avec la droite traditionnelle, on a un certain nombre d'élus de droite traditionnelle qui disent non, mais la santé, ça ne relève pas du marché. Voilà. Par contre, avec Macron, c'est le capitalisme ultralibéral et son objectif, c'est de garder uniquement un système de santé à minima pour les plus pauvres, parce qu'on est des bons chrétiens et qu'on ne laissera pas mourir dans la rue, mais tout le reste, ça bascule par le marché. Et il fait tout pour. Et ça va très vite. En quelques années, la biologie médicale, vous savez, quand vous allez est passée des mains de médecins et de biologistes qui possédaient leur outil de travail dans les mains de grands groupes, grâce aux différents choix votés par les différents gouvernements de droite et accélérés là par Macron, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une des plus grandes sociétés qui gère ces laboratoires, Eurofin, eh bien, on a le président actionnaire principal d'Eurofin qui vient de rentrer dans les 500 plus grandes fortunes françaises et qui rachète des laboratoires dans les autres pays européens. On est en train de subir la même chose dans la radiologie. Vous avez vu ce qu'on a fait donner les EHPAD. Et vous voyez bien la duplicité des gens qui nous gouvernent. Les EHPAD, nous demandions à ce que Orpea soit mis en faillite, et comme c'est du service public, qu'on intègre les établissements, soit dans le service public, soit dans le secteur privé non lucratif, et que les actionnaires, ça soit sur leur perte. Ils se sont fait des coups dans l'or pendant des années. Ben non, on a utilisé des fonds publics, c'est-à-dire la Caisse des dépôts, pour sauver les actionnaires d'Orpea.
Voilà. Donc il arrive à un moment donné, ça suffit. Donc il y a une grande question qu'il faut se poser aujourd'hui, parce que vous voyez, on peut bricoler, mais il faut mener une bataille politique. Et ce n'est pas les professionnels de santé, comme le disait Françoise, qui tout seul pour la mener. C'est une bataille avec les citoyens. Et il y a une question. Banco, M. Macron voulait faire des référendums. Eh bien, nous, on propose un référendum sur une question très simple. Est-ce que on doit exclure de la gestion du système de santé le secteur marchand, c'est-à-dire le secteur privé à but lucratif? C'est simple comme question. Si aujourd'hui on fait le référendum, on gagne, et le Conseil constitutionnel et l'Europe, ils pourront aller se rhabiller. Voilà, donc c'est ça qu'il faut qu'on discute aujourd'hui. La santé, vous savez, ça doit être ce qu'ils appellent une mission régalienne de l'État. Il ne doit pas y avoir que la police et l'armée. La santé, c'est antinomique avec le système marchand. Parce que c'est quoi le système marchand? C'est que celui qui a de l'argent soigne et le pauvre il ne se soigne pas. Mais en termes de santé publique, c'est une catastrophe ça. Parce que si on ne soigne pas tout le monde, les virus, les bactéries, ils ne choisissent pas le riche ou le pauvre. Tout le monde sera dans le même bateau. Vous voyez? Donc il arrive à un moment donné, il faut être clair, on a aujourd'hui, quand il y a 20 ou 30 ans, on expliquait ce qui allait se passer, on disait oui, vous êtes des pessimistes, vous êtes sur une vision idéologique des choses. Mais je vous renvoie à un excellent article des Échos, publié en novembre l'an dernier, et qui dit clairement ce qui se passe quand on est dans un régime capitaliste libéral au niveau du système de santé que sont les États-Unis. En 2021, l'espérance de vie aux États-Unis est passée en dessous de l'espérance de vie en Chine. Voilà. Alors la Chine n'a pas un système de santé fantastique. Hein. Alors ça renvoie aussi au fait que la santé, c'est pas que la santé pure et dure, que le système de santé, c'est aussi le mode de vie. Il vaut mieux manger du riz et du poisson que les hamburgers et de la viande rouge. Vous voyez ? C'est-à-dire que ce que mangent les Chinois par rapport à ce que mangent les Américains, ça aide pour pouvoir vivre un peu plus vieux. Mais voilà, c'est une catastrophe. Et pourquoi, effectivement, il y a cette situation aux États-Unis? Parce qu'ils ont 80 000 morts par an par overdose au morphinique. Et ce n'est pas des toxicomanes, c'est des gens qui ne peuvent pas se soigner. Quand vous êtes malade, vous avez mal. Donc la première chose, avant de faire des examens, vous prenez des antalgiques. Ouais. Sauf que les gens, ils ne peuvent pas se payer le médecin pour faire les examens, pour un diagnostic, pour un bon traitement. Donc ils se gavent d'antalgiques. D'abord c'est le paracétamol, le Doliprane. Puis après ils passent aux analogues de la morphine, puis à la morphine. Et puis ils deviennent dépendants de la morphine. Ils se procurent de la morphine sur le marché parallèle, les analogues de la morphine, le fentanyl, pour ceux qui ont entendu parler de ça. Et puis ils meurent d'overdose. 80 000 morts par an. Voilà. Donc, la question aujourd'hui, c'est que la santé, ça doit relever du service public dans le cadre de l'aménagement du territoire. Et dans le cadre de l'aménagement du territoire, c'est intéressant parce que là, en ce moment, les conseils régionaux sont sollicités pour donner un avis sur ce qu'on appelle les plans régionaux de santé. C'est-à-dire la programmation de l'évolution du système de santé sur les 5 ans qui viennent. Moi, je suis aussi conseiller régional d'Île-de-France. Bon, à force de monter au créneau, là, Valérie Pécresse nous a proposé de voter contre. On était le premier conseil régional à donner notre avis. Vous voyez, le conseil régional d'Île-de-France, ça pèse par rapport aux autres. Donc, elle a proposé de voter contre. Et donc, il y a eu un vote unanime contre le PRS, avec les mêmes arguments que ceux qu'on met en avant, enfin, nous, la CGT et puis d'autres. Parce que voilà, le système de santé aujourd'hui ne répond plus aux besoins de la population. Et comme la plupart des conseillers régionaux de droite, en tout cas en Île-de-France, mais c'est un peu la même chose dans toutes les régions, sont des maires et qui sont confrontés aux problèmes, ils voient bien qu'ils sont arnaqués, qu'ils n'y arrivent pas. On leur dit, ah ben, mettez un peu d'argent dans la maison de santé, allez chercher des médecins en Roumanie, etc. Puis ça ne marche pas. Donc ils ont un peu la haine contre les agences nationales de santé. Donc il y a eu un vote contre. Il y a aussi la conférence nationale de santé qui doit se prononcer sur la stratégie nationale de santé. La stratégie nationale de santé, c'est la programmation sur 10 ans. Là, la conférence nationale de santé vient de donner un avis, alors il n'y a pas de vote, mais l'avis est très critique en disant que ce qui nous est proposé par le gouvernement aujourd'hui ne répond pas à la gravité de la situation et au problème. Voilà. Alors on n'est pas aidé parce qu'il y a les politiques, mais
il y a les représentants institutionnels des professionnels de santé. Je ne dis pas les professionnels de santé, mais les représentants institutionnels. C'est-à-dire les syndicats catégoriels qui n'aident pas. Parce que les syndicats catégoriels, en particulier de médecins, mais pas que de médecins, infirmiers ou autres, il y a un problème, c'est chacun, face aux difficultés, et sur le repli catégoriel. Alors quand on veut proposer une évolution du système, chacun dit « Ah non, mais on ne veut pas que ça change, on veut rester avec la médecine libérale, la liberté d'installation, la rémunération à l'acte, on veut continuer à avoir des dépassements d'honoraires, etc. » Sauf que, il se trompe. Il se trompe parce que l'évolution aujourd'hui, c'est soit on reste dans le cadre de la sécurité sociale et on fait évoluer le système, le mode de rémunération et le mode d'exercice des professionnels de santé, soit demain, les médecins, les infirmiers libéraux, les kinés, ils n'auront plus à discuter avec la sécurité sociale, mais avec des compagnies d'assurance. Mais là, ça va être un petit peu différent. Donc voilà, donc il y a aussi ce débat à avoir avec les professionnels de santé pour dire une chose qui est simple, c'est que le système libéral, c'est pas ce qui était prévu dans le programme du Conseil national de la résistance. Le système libéral, il date des années 20 du siècle dernier. Et à l'époque, pourquoi s'est imposée la liberté d'installation et la rémunération à l'acte? C'est quand les premières assurances sociales mises en avant par les mutuelles de travailleurs sont allées voir les professionnels de santé et leur ont dit « Ah, bon, on veut bien rembourser, parce qu'à l'époque, on ne remboursait pas. On veut bien rembourser la visite chez le médecin, les examens, mais on vous demande de vous installer là où sont les besoins et puis on demande à négocier la rémunération. » Les médecins ont dit « Ah non, non, non. Vous pouvez rembourser ce que vous voulez, mais nous, on continue à vouloir s'installer où on veut, et on prendra le tarif qu'on veut, et vous rembourserez vous ce que vous voudrez. » Et en 1945, eh bien, on a conservé ce système hybride en France, mixte public-privé, qui pose problème aujourd'hui. Parce que mixte public-privé, encore la médecine libérale, tout le secteur libéral, ce sont des petits artisans, et bon, voilà, c'est pas dramatique, mais ce qui est dramatique, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes le pays d'Europe où le secteur privé lucratif d'hospitalisation est le plus puissant. Voilà. Et où il se développe, et c'est pas pour rien, si le premier groupe de cliniques en France, le groupe Ramsay, eh bien, ce sont des capitaux australiens. Alors les Australiens qui n'ont pas voulu nous acheter le sous-marin, par contre, ils trouvent que la Sécu, c'est bien pour se faire des couilles en or quand on investit dans les cliniques. Voilà. Et le groupe L100, qui est le deuxième groupe de cliniques, alors celui-là, c'est royal, parce qu'il a pu être créé en fusionnant deux groupes, dont un était la propriété de BlackRock, les fonds d'investissement. Bon, mais vous savez, les fonds d'investissement, ils investissent, ils restructurent, ils revendent, ils tirent les bénéfices. Donc voilà, donc là, il fallait fusionner parce qu'il faut être gros pour pouvoir faire beaucoup plus de bénéfices. Donc ils fusionnent, ils créent le groupe